Donc c'est un plaisir d'être là. Je remercie les organisateurs de ce symposium. J'ai aussi pris comme un challenge de répondre à cette question. Les addictions sans substance sont-elles des addictions? Alors j'ai décidé de poser l'une ou l'autre hypothèse. Je vais essayer de les mettre à l'épreuve et vous allez me dire ensuite ce que vous en pensez. Alors rapidement, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je pense, à déclarer en lien avec les choses dont je parle ici. J'ai quand même fait partie d'un groupe de l'OMS sur les questions de la reconnaissance du trouble lié aux jeux vidéo dans le cadre de la classification internationale des maladies. Au vu de certaines choses dont je vais parler aujourd'hui, c'est pertinent à mentionner. Et puis, je dois dire que j'ai présenté une bonne partie des slides et des réflexions que je vais partager avec vous aujourd'hui lors d'une conférence cette année, qui est la conférence internationale sur les addictions comportementales. Alors, je pense que voilà, le sujet est brûlant, hein, c'est d'actualité. Vous avez probablement vu de nombreux articles, souvent, on en parlait un peu hier, hein, avec des points de vue très polarisés sur la reconnaissance potentielle dans la classification internationale 11 du jeu, du gaming disorder, hein, donc du jeu vidéo dans sa dimension pathologique. Et puis, je dirais qu'il faut remonter un petit peu plus en arrière pour voir, on parlait de paradigme hein, comme introduction à ces deux journées. On a ici, finalement, même si ça fait de nombreuses années, et quand on parle du jeu pathologique, on va parler de l'addiction au jeu de hasard et d'argent. On va voir toute une série d'études qui vont conceptualiser le jeu d'argent pathologique comme une addiction. C'est finalement qu'au moment de la sortie de la dernière édition du DSM, où on a vraiment le jeu pathologique qui va être aligné avec les autres types d'addictions, addiction aux substances. Alors, ce changement paradigmatique est évidemment véhiculé par un grand nombre de données scientifiques. Je ne vais pas aller trop dans le détail ici parce que ce n'est pas l'objet, mais notamment des similarités au niveau des symptômes, type perte de contrôle, saillance cognitive, épisode de craving, ce genre de choses-là, hein, qui sont finalement très proches au niveau phénoménologique et symptomatique entre les addictions aux substances et le jeu pathologique, le même genre de comorbidités qui vont être rencontrées chez les personnes, un certain nombre de facteurs génétiques ou environnementaux qui sont également se superposent, des particularités au niveau neuropsychologique, par exemple des fonctions cognitives comme l'inhibition de réponses dominantes, certains aspects de la prise de décision, où finalement on va retrouver des tableaux neuropsy assez proches dans le jeu pathologique que dans les addictions aux substances psychoactives, puis un certain nombre de traitements qui ont été développés dans le champ de l'addiction, qui sont efficaces pour traiter l'addiction et qui semblent encourageants ou efficaces dans le jeu pathologique. Alors dans ce contexte, je vais poser une question qui est la question de quelles peuvent être les implications potentielles de, pour la première fois, reconnaître une addiction sans substance comme une addiction, au sens nosographique du terme, dans un manuel ici de psychiatrie. Puis je vais poser une hypothèse volontairement un peu provocatrice, parce que je pense que c'est l'objet ici de ce que je me suis proposé de faire. Donc si on utilise les critères généralement utilisés pour identifier les addictions sans substance, si ces critères se généralisent, alors l'engagement important dans n'importe quel type d'activité gratifiante, appétitive, pourrait être susceptible d'être considéré comme un potentiel trouble mental. Alors ça a un certain nombre de conséquences. J'en ai listé ici 3 qui me semblaient assez évidentes. On peut avoir la confusion entre un trouble mental avéré, une situation où, par exemple, le jeu d'argent pathologique ou l'implication dans le jeu vidéo est quelque chose qu'on considère comme primaire pour générer l'impact fonctionnel et la souffrance psychologique, avec, d'un autre côté, un coping dysfonctionnel. On parle de tous ces cas, et ça a été relayé dans plusieurs exposés que j'ai suivis, où finalement, on a des personnes qui sont très anxieuses ou déprimées, qui vont utiliser quelque chose comme le jeu vidéo comme un coping pour faire face à cette difficulté, et où là, on peut questionner la validité du modèle biomédical de l'addiction. Et puis quelque chose d'autre, qui est peut-être moins évident, mais tout aussi important, quand on parle notamment de pathologisation de la vie quotidienne, c'est la confusion entre un trouble mental et une passion. Donc un engagement important. On parlait de la non-pertinence du nombre d'heures pour considérer un cas de jeu problématique. C'est quelque chose de fondamental à ce niveau-là. Quelle est la différence entre finalement un trouble mental et une passion? Et c'est des questions qui sont ici importantes, avec une potentielle confusion. Quand on voit des études d'épidémiologie qui ramènent des taux de prévalence de 10%
d'usage problématique d'Internet chez les adolescents, bah là, on a des chiffres irréels qui résultent d'une confusion probable entre, dans un grand nombre de cas, un engagement qui relève de la passion avec un engagement qui est, lui, problématique. Ça peut déboucher à des traitements potentiellement inappropriés. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de passer dans une clinique en Corée du Sud où, par exemple, on avait une approche qui allait consister à, chez des enfants de 7 à 10 ans, appliquer la stimulation magnétique transcrânienne des lobes frontaux avec l'hypothèse sous-jacente que le jeu problématique est une addiction au sens biomédical du terme et qu'avec une approche de ce type-là, on va augmenter leur capacité d'autocontrôle sans avoir réellement une prise en compte, en tout cas basée sur les protocoles que j'ai vus, de les cas où voilà, on est dans une situation anxieuse, dépressive, etc. Et ça remet en question potentiellement ce genre de traitement. Ou on peut donner plein d'autres exemples, c'est le premier qui me venait en tête. Dans un certain nombre de mesures, je pense qu'une partie de la recherche qui est faite dans le champ de l'addiction comportementale n'est pas crédible. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. J'ai pris la métaphore de la boîte de Pandore. Est-ce que finalement, légitimer le construit d'addiction comportementale, c'est ouvrir une boîte de Pandore? Alors, on va regarder un peu la littérature des dernières années. Je me suis amusé, entre guillemets, à piquer un certain nombre d'exemples que je considère, ma foi, assez dramatiques, même s'ils peuvent paraître drôles. Donc là, on a une publication dans PLOS ONE sur l'investigation de la dance addiction. Là, on a l'addiction aux études. Malheureusement, mes étudiants ne sont pas assez affligés par cette addiction-là, mais c'est vraiment au sens undergraduate, donc addiction aux études universitaires. Et puis, plus récemment, ici, selfitis, donc même un terme qui déjà emploie un terme médical pour décrire le selfitis, qui serait un besoin obsessionnel, proche ou addictif, c'est pas si clair dans le papier, de prendre des selfies. Et puis, est-ce que finalement, on est dans une nouvelle maladie ici? D'accord ? Donc, je pense qu'on a ici un certain nombre d'exemples assez évidents de potentielle pathologisation de la vie courante, des loisirs, etc. Et il faut savoir que beaucoup de ces travaux se sont faits dans la lignée de la validation du construit d'addiction comportementale. Je ne remets pas du tout en cause qu'on a des situations, on parlait du jeu d'argent, du jeu vidéo, où l'étiquette est appropriée. D'accord ? Alors, comme l'a mentionné Jean-Paul Rousseau, j'ai passé un certain nombre d'années à l'Université catholique de Louvain, alors je vais parler de péché. Et je vais ici parler du péché de l'approche confirmatoire. Et j'ai personnellement péché à plusieurs reprises également, je dois le dire, dans cette approche, mais je vais expliquer en quoi elle consiste. Voilà, comment créer des nouveaux troubles sur base d'anciennes recettes. Alors en fait, on a souvent une partie des recherches qui se sont faites en 3 étapes dans le champ. La première, ça va être une analyse symptomatique d'une personne qui présente une utilisation dérégulée d'Internet ou des jeux vidéo ou que sais-je. On va voir ces symptômes, perte de contrôle, utilisation pour réguler des émotions aversives, des phénomènes de conditionnement. Et on va avoir une hypothèse a priori qui est de considérer ces conduites-là comme une addiction. Alors ce qui s'est passé dans la recherche dans ce domaine-là, très souvent, ça va être la deuxième étape qui est importante, ça va être de développer des outils qui vont uniquement recycler ou transposer ce qu'on connaît de l'addiction, donc les critères par exemple du DSM-4 sur l'abus de substances ou des outils qui ont été développés pour mesurer la dimension de problématique d'alcool, et on va remplacer le terme clé par la substance concernée, par le comportement concerné, comme jeu ou jeux vidéo ou Internet. Alors en fait, c'est finalement pas étonnant du tout que dans un troisième temps, si on va aller faire de la recherche sur les facteurs de risque connus des addictions en utilisant des outils, alors évidemment on voit plus rien, qui ont été développés en recyclant les critères de l'addiction à une substance, c'est finalement pas étonnant qu'on va tomber sur le même genre d'association. Parce que déjà, a priori, on va formuler les outils de telle manière à ce qu'ils vont être sensibles à des dimensions comme l'impulsivité, certains traits de personnalité, les difficultés d'autocontrôle. Conséquences. Alors pour moi, ce qui me paraît déjà d'emblée problématique, c'est le propre de l'approche confirmatoire, c'est de ne pas avoir de modèle alternatif. Il y en a toute une série qui ont été discutées dans la littérature, qui sont valables. Quand on parle de... voilà, je prends l'exemple du jeu vidéo parce qu'on en a beaucoup parlé. Alors bon, ok, ça peut être un trouble addictif, ça peut être dans un certain nombre de cas un trouble obsessionnel ou compulsif. J'ai également entendu un exemple de ce type-là. Ça peut être un trouble du contrôle de l'impulsion, ça peut être un coping mal adapté pour faire face à une détresse psychologique. Il y a toute une série de modèles qui vont tenir la route.
On a une approche athéorique parce que centrée sur le symptôme et pas sur le... on parlait de cause et d'origine ce matin dans le débat très intéressant de Serge Tisseron notamment. On a focalisé sur le symptôme et pas forcément sur l'origine, le processus psychologique impliqué. On va ignorer tout ce qui est la spécificité d'un trouble donné. Qu'est-ce qui est spécifique aux jeux vidéo dans leur dimension problématique, mais qui n'est pas forcément pertinent pour l'addiction à une substance. Beaucoup ont parlé de l'immersion, la dimension d'immersion qui est très importante dans les jeux vidéo, ça pourrait être un exemple. On peut trouver toute une série d'autres exemples. Et puis alors on va utiliser ce qu'on sait qui fonctionne pour les addictions aux substances psychoactives. Peut-être ça va être efficace pour un sous-groupe de personnes ou pour un groupe de personnes, mais ce n'est pas dit que ça fonctionne pour tout le monde. Alors maintenant, je vais essayer de donner quelques exemples de comment finalement s'affranchir de cette approche confirmatoire dans la recherche et ou la clinique. J'ai essayé de prendre aussi des exemples cliniques dans le champ des addictions sans substance. Alors, si on veut être critique à l'égard de la recherche qui a été effectuée, on va voir que beaucoup de troubles émergents ont été étudiés finalement en population générale à l'aide d'outils auto-évalués dans des échantillons non nécessairement représentatifs. Pour vous donner un exemple concret, j'ai fait avec un de mes doctorants il n'y a pas longtemps une étude sur le jeu d'argent dans sa dimension problématique ou non problématique en utilisant cette technique. Ce n'est pas forcément un problème, il faut savoir pourquoi vous l'utilisez. On a près de 10% des gens qui ont répondu qui ont, selon les classiques indices canadiens du jeu problématique, un score qui est un joueur à problème. Donc on va déjà avoir une population qui est biaisée à la base, qui va s'intéresser à cette question-là. Il y a très peu, ou trop peu, dans ce champ-là, dans ce champ où on va proposer des nouveaux types d'addictions ou autres comportementales, des démarches plus phénoménologiques, qualitatives, chez des gens qui sont fortement impliqués, pour voir déjà s'il y a un impact fonctionnel, des conséquences négatives, les spécificités, ce genre de choses-là. Et effectivement, ça va être beaucoup plus rapide. Si je caricature un peu, d'être les premiers à adapter des critères comme l'audit ou des critères du DSM-4 au comportement qui nous intéresse, de faire une enquête en ligne, et puis de publier un papier sur cette question-là. Les exemples que je vous ai présentés tout à l'heure sont des exemples frappants. On a une tendance à focaliser sur la similarité. Quand j'ai eu ce débat avec certaines personnes, c'est quelque chose qui est vraiment revenu en me disant non, mais on s'en fiche finalement de la spécificité. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir montrer qu'il y a des similitudes, donc c'est la même chose. C'est un argument qui est fréquemment, si pas mentionné directement, implicite dans un certain nombre de travaux. Et puis finalement, je me répète un petit peu ici, parce que comme j'ai organisé mon slide, excusez-moi, finalement, quid du statut clinique de ces troubles émergents? Je vais prendre un exemple. Vous entendez parler du binge-watching peut-être. Je crois même que c'était un des mots les plus populaires l'année passée dans je ne sais pas quel... Larousse. Finalement, est-ce que là, on est dans une addiction comportementale? C'est une question qui se pose. Les gens qui vont enchaîner 4, 5, 6 épisodes ou 3, mais 4 jours de suite, etc. Vous pensez bien que toute une série de personnes se sont déjà intéressées à cette question-là. Et on va voir des choses de ce type-là. Développant ici d'une échelle qui mesure le binge-watching problématique. Donc quand on va regarder comment cette échelle a été développée, je vous passe les taux de prévalence qui sont mentionnés dans l'étude, mais on doit être quelque chose de plus de 20%, ou je sais pas. Donc quand on a des taux de prévalence 5, 10, 15, 20, on commence à se demander si on parle d'un comportement pathologique ou si on est simplement dans une norme qui évolue. D'accord ? Mais passons. Donc ici, les critères sont les critères de l'addiction selon le modèle je ne sais plus comment il s'appelle, mais ce n'est pas important. Il y a 6 critères qui doivent être présents pour mentionner l'addiction, pour que l'addiction soit présente. Pardon. Donc, saillance cognitive, un phénomène de tolérance, de perte de contrôle et de relapse, un impact dans la vie quotidienne. Et puis, on va voir, est-ce que vous pensez très souvent à des séries? Est-ce que vous regardez plus de séries qu'auparavant? Est-ce qu'il y a une augmentation des choses de ce type-là? Alors allons voir un peu, voilà, c'est le modèle de Brown qui a été mis à jour par Griffith, qui est, je veux dire, le usual suspect en ce qui concerne la création de nouvelles addictions comportementales. Alors prenons l'exemple du binge-watching. Donc ça pourrait vous donner quelque chose de ce type-là. Pour la saillance cognitive, je pense beaucoup aux séries TV. Je suis nerveux pour le manque, nerveux quand je suis en manque de séries TV, alors qu'il y a quand même toute une série de raisons autres que la tolérance, excusez-moi, que le manque, qui permettent d'expliquer le fait d'être nerveux quand on ne peut pas faire quelque chose qu'on a envie de faire. Mais passons.
La tolérance, donc un besoin progressif de s'engager dans la conduite. Voilà, ça c'est utile pour me relaxer, par exemple. J'ai échoué dans la tentative de réguler ma conduite de binge-watching. Et puis des conséquences, des conflits. Voilà, là, encore passé toute l'après-midi à regarder Games of Thrones. Alors, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que vous pouvez l'appliquer à toute une série de choses. Essayez d'imaginer une passion, un loisir, quelque chose qui est très important pour vous. Je fais ici un exemple avec la pêche. Voilà. Alors la pêche, ça fonctionne aussi assez bien. Voilà, je pense sans arrêt au fait de pêcher. Si j'ai pas l'occasion d'aller pêcher tous les week-ends, alors que c'est quand même quelque chose que je fais d'habitude, en tout cas un week-end sur 2, etc. Je suis pas très bien, je suis un peu nerveux. J'augmente progressivement ma conduite, ça me permet de me relaxer. C'est vrai que j'ai voulu réduire un peu mon implication du fait des conséquences dans ma vie quotidienne, mais bon, c'est pas si simple. Et puis, c'est vrai que parfois je m'engueule avec mon conjoint ou mon épouse à propos du temps que je passe à pêcher. Donc, vous pouvez voir que ça va fonctionner avec toute une série de choses. D'accord ? Donc, je vous présente ici des travaux qui ont été faits par Maeva Flayel dans le domaine du binge-watching, où on a essayé d'avoir une approche qui était justement celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire que plutôt que de recycler ce qu'on connaît des addictions et de les appliquer, je dirais, de manière quick and dirty, on a, dans un premier temps, fait des interviews de plus d'une heure, de type focus group, auprès de personnes qui se disaient regarder à plusieurs reprises par semaine, au moins plus que 2 épisodes. C'est un critère totalement arbitraire, dans le sens où on n'a pas de recherche avec des cut-offs établis, etc. C'est un champ de recherche émergent. Mais bon, on s'est dit, on fait ça. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a toute une série de choses qui, effectivement, sur le point de vue du symptôme, sont assez proches de ce qu'on peut retrouver dans certaines conduites addictives. Et puis, quand on va aller regarder les thèmes qui ressortent, on a aussi des choses qui sont très différentes. Comme par exemple une stratégie d'augmentation des émotions positives, de coping pas forcément dysfonctionnel. Il n'y a pas forcément des conséquences négatives. Il y a des motivations qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme enrichment, le fait d'être à jour pour avoir des contenus à partager avec les autres personnes, la stimulation intellectuelle, enfin bref, toute une série de choses. Donc dans cette optique, dans un deuxième temps, on a généré des outils quantitatifs. Là, on a recruté un large échantillon de personnes qui pratiquaient ces conduites. Plusieurs fois par semaine, plus de 2 épisodes. Et puis on a eu des réponses ici de plus de 6000 personnes qui nous ont permis de mettre à l'épreuve les questionnaires qu'on avait développés sur base de ces approches qualitatives. Et puis là, on voit qu'effectivement, si on avait pris que l'escapisme, qui est un des critères classiques de l'addiction, puis qu'on avait ignoré d'autres dimensions comme l'enrichment, on aurait pu simplement dire, sur base de nos données, effectivement, on retrouve le même genre de phénomène, c'est probablement une addiction. Et là, on voit qu'on a une série d'autres dimensions qui permettent de prendre en compte on va dire, la complexité de la psychologie du binge-watching, quoi, en gros. Deuxième exemple ici. Ouh là là, je vois que je suis déjà à 19 minutes sur mon compteur, c'est vrai? Mettre temps? Alors, voilà, ok. Pour un Suisse obsessionnel, mon niveau d'anxiété négative vient de monter en flèche. Mais en fait, ça devrait aller. Alors, s'affranchir d'une approche centrée sur le symptôme et assumer une approche centrée sur les processus psychologiques. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur cet exemple. Ici, on a pris volontairement un cas, alors ça remonte déjà à quelques années, mais qui nous paraissait pouvoir illustrer l'aberration de la focalisation excessive ici sur le symptôme. Et c'est le cas d'une jeune femme qui vient consulter, pas du tout pour une problématique liée à l'utilisation de son portable, mais pour une problématique anxieuse, dépressive et des difficultés romantiques. Alors, par contre, ce qu'on a fait pour l'exercice, c'est qu'on a demandé à cette patiente si elle était d'accord de se soumettre à un certain nombre de questions complémentaires, parce qu'évidemment, nous, on n'a pas à investiguer l'addiction au téléphone portable chez cette personne. Mais au vu de la manière dont elle utilise son portable, je vais vous montrer quoi. On s'est dit, on voudrait bien utiliser ce cas-là pour une démonstration théorique. Et donc, elle s'est soumise à répondre à ces critères de l'addiction. Et on va voir que selon les critères qui ont été proposés par Colise, elle a les critères de l'addiction. Je vous montre ici un épisode typique de perte de contrôle. C'est, elle n'est pas capable d'atteindre son conjoint. Elle perd le contrôle, elle lui envoie 10 SMS, peut-être qu'il est dans un tunnel, on ne sait pas, qu'il n'a peut-être pas de réseau. Et puis là, il y a une spirale d'affect négatif qui augmente, et puis elle s'est retrouvée au bout de 5 minutes à avoir complètement perdu le contrôle sur l'utilisation de son portable. Quand on va faire une formulation psychologique axée sur les processus, on va dire,
single case formulation, ben, on va voir qu'un certain nombre de dimensions évidemment psychologiques qui permettent d'expliquer le symptôme à l'addiction ici, ou l'addiction au téléphone portable. Je vais faire évidemment très vite ici, mais il y a des expériences de vie qui ont fait que cette personne a développé un attachement assez insécure dans ses relations affectives, qui a tendance à avoir des pensées un peu répétitives du type « je ne mérite pas d'être aimé », qui est vite dans l'insécurisation quand elle n'est pas rassurée, ce qui augmente ses émotions négatives. Elle a des mauvaises capacités de régulation émotionnelle, elle tend à ruminer, elle tend à se blâmer elle-même. Et puis finalement, ils ont développé avec son conjoint une espèce de relation où il se réassure systématiquement avec l'utilisation du portable. Hein, donc là, ici, c'est une conduite de réassurance. Quand elle atteint son conjoint qui la réassure sur le fait qu'elle l'aime, eh ben, finalement, ça va mieux, etc. Et simplement, si on s'attache qu'à l'utilisation du portable, ben oui, elle a une utilisation complètement dérégulée. Hein, vous imaginez qu'en termes d'implication d'intervention psychologique, on n'est pas ici dans une intervention qui cible une conduite addictive. Et puis, je m'accorde encore 1 minute, comme ça j'aurai que 3 minutes de questions, pour aborder le dernier point, important de ne pas confondre la passion et l'addiction. Je ne vais pas aller dans le détail parce que grâce à d'autres interventions, ça a déjà été abordé, mais je donne juste 2 exemples. Une étude qui a été réalisée chez des joueurs de tango, hein, vraiment dans une convention de tango. Ils ont utilisé les critères de l'addiction. Ils ont montré qu'1 tiers de ces danseurs de tango avaient un craving. Hein, est-ce qu'on n'est pas simplement dans une manifestation d'un désir sain, hein, et un autre exemple, ici on a utilisé les critères de l'Internet Gaming Disorder, du DSM, chez des joueurs de jeux vidéo qui n'ont pas du tout de plainte, hein, donc des joueurs de la population générale qu'on contactait pour venir faire une étude dans le cadre de la thèse de Jory Deleuze, hein, un doctorant à l'UCL. Et puis on a vu que chez ces joueurs de la population générale sans impact fonctionnel et sans conséquences négatives, certains des critères, et notamment la tolérance ou la préoccupation, étaient présentes chez 70% d'entre eux, hein, et qu'on avait une prévalence de 30% de troubles dans cette population, ce qui effectivement est complètement surréaliste. Hein. Ça veut dire que certains critères qu'on a traditionnellement utilisés, ils sont efficaces dans ce contexte-là, ils sont valides. Hein. La préoccupation en lien avec l'utilisation d'une substance psychoactive ne peut pas être comparée avec la préoccupation en lien avec une activité de loisir. Donc voilà, hein, mes 3 phrases de conclusion. Développer des outils diagnostiques qui se basent sur des conduites qui ont une pertinence clinique. Faire attention, assumer la distinction qu'il y a entre une passion, un engagement important versus une implication pathologique, et puis assumer la dimension des processus psychologiques sous-jacents. Donc merci de votre attention. Voilà, donc on a le temps, calmement, pour les questions qui se rapportent à cet exposé. Moi, je vais dire, parce que donc, je suis psychiatre, et j'étais évidemment très touché et très intéressé par cette complexité du fonctionnement psychologique que tu remets à l'avant-plan. J'étais aussi une génération de psychiatres qui était tout à fait frappée dans les années 80 par l'irruption du DSM-3 à l'époque, et donc cette pensée catégorielle, et qui maintenant, dans les petits qu'elle a fait jusqu'au DSM-5, dans une filiation kriplinienne et de Kurz-Schneider, enfin, pour faire plus court, est arrivé un certain absurde. Hein. Enfin, je trouve que tu as très bien montré cette suremploi, hein, du catégoriel qui n'est pas bon, c'est une erreur de pensée, alors que on a pu surmonter dans la psychiatrie cette première opposition au DSM-3. Enfin, toute la pensée psychodynamique s'était fort opposée au DSM-3. Maintenant, on voit quand même que ça sert à certaines choses, à quand même clarifier certaines positions, notamment pour la recherche, c'était très important. Mais alors, voilà, moi je voulais insister sur cette question de la complexité psychologique, et je trouve qu'on ne remettra jamais en avant suffisamment. Voilà. Est-ce que vous considérez que la vitesse peut être une addiction, et si oui, comment est-ce que vous la définiriez? Alors, en tout cas, je ne mettrais pas une limite de vitesse, comme on entend des fois le nombre d'heures pour... Ah oui, le micro, l'addiction. Je vais prendre un... Allez, je vais prendre je ne vais pas directement répondre à votre question,
Mais je vais prendre un exemple qui peut-être permet d'y répondre, vous allez me dire. D'accord? Parce que moi-même, je vais y réfléchir comme ça. La semaine passée, un joueur me dit... donc lui, c'est un joueur de Fortnite. Il fait de l'escalade. Il fait du saut en parachute. Et il me dit, ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où je me connecte sur Fortnite, j'ai le même degré de stimulation, d'euphorie, etc. Et pourquoi aller prendre ma voiture pour faire 2 heures de route pour aller faire un saut en parachute si le Fortnite me donne exactement la même sensation? Et puis, c'est vrai que nous, la plupart des situations qu'on rencontre ici, il y a souvent ces dimensions de coping, on parle de coping, hein, qui sont présentes dans beaucoup de cas de figure, mais ce genre d'exemple-là, pour moi, met à mal cette vision qui est de dire que c'est uniquement des copings pour faire face à d'autres types de conduites qui sont anxieuses ou dépressives ou autres. Et ici, si la personne... Enfin, je dirais que moi, l'addiction, c'est pour ça qu'il faut faire attention au terme d'addiction positive, hein, qui est un très mauvais terme aussi. Je veux dire, à un moment donné, si vous avez un impact fonctionnel, une souffrance psychologique subjective de la personne, et qu'elle vient vous parler du fait que c'est un problème, alors oui, je dirais dans ce cas-là, c'est une addiction. Après, loin de moi l'idée d'aller dire qu'on pourrait avoir des critères qui permettraient de définir quelque chose comme l'addiction à la vitesse, parce que c'est justement là la porte avec finalement considérer n'importe quoi comme une addiction. Ça peut-être que certaines, j'ai jamais entendu ça dans ma carrière, mais peut-être si on va faire une recherche, je vais aller regarder d'ailleurs, on peut trouver des cas de personnes qui ont consulté pour quelque chose de ce type-là. Du moment que vous avez cette dimension, et s'il y a une dimension euphorique importante ou d'autres critères de l'addiction, qui a une plainte, un impact fonctionnel, alors pourquoi ne, ben voilà, du moment qu'il y a cette souffrance, ben pourquoi ne pas voir la personne, mais je ne peux pas vous répondre différemment. Hello. Qui a parlé de? Oui. Ouais. Alors, c'est une question complexe, hein, qui pourrait m'amener à parler plus long que mon intervention. Donc, je te remercie pour cette question. Il y a des conseils très évidents qu'on peut donner. Je vais donner 2-3 exemples, mais je pense qu'à un moment donné, la chose la plus importante, ça va être la responsabilité et l'éthique du chercheur de savoir qu'est-ce qu'il utilise. Hein, parce que c'est une chose de dire, voilà, tout le monde utilise l'Internet Addiction Test pour mesurer l'implication excessive sur Internet. Il faut faire la démarche d'aller voir à la source comment a été créé cet outil. D'accord? Pour déjà savoir qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'ai été frappé, pour pas dire catastrophé, de voir que à peine le Internet Gaming Disorder a été inclus dans la section 3 du DSM-5, hein, donc ça veut dire que c'est même pas les troubles reconnus. Il y a même des gens qui mettaient des diagnostics liés à ça, mais c'est section 3 pour savoir que c'est les troubles sur lesquels il faut conduire de la recherche pour une inclusion future. Eh bien, il y a des études épidémiologiques qui ont été réalisées avec les critères du DSM-5 et qui ont montré des taux de prévalence de 5%, notamment de jeux vidéo pathologiques dans une population allemande. Et quand on voit maintenant, on a un peu plus de recul, il y a eu plus d'études qui ont été réalisées sur la validité de ces critères, ben on sait, je vais donner 1 ou 2 exemples, même si j'ai dû passer vite, que certains de ces critères ne permettent pas de distinguer l'engagement passionnel de l'engagement pathologique. D'accord? Donc ça, c'est typiquement pour moi quelque chose qui est dramatique. Ça va être l'utilisation d'outils qu'on sait qui ont été utilisés sans vraiment aller réfléchir à ce qu'on va mesurer. D'accord? Donc si on s'intéresse à mesurer l'utilisation excessive d'Internet comme une addiction, alors oui, prenons un outil de ce type-là, mais il faut savoir quelles conclusions on fait sur base de quels outils. Puis ça, c'est la responsabilité individuelle à un moment du chercheur de savoir ce qu'il utilise. D'accord? Mais ouais, en tout cas, pour les choses en lien avec le jeu vidéo, mon conseil évident serait de ne pas utiliser les critères du DSM-5, pour donner un exemple.